Bienvenue à la médiathèque de Montagnac pour cette nuit de la lecture. Je suis Philippe, ouvreur de livres, réveilleur de mots, voyageur immobile. Et voilà ce que j'ai entendu. Tourne les pages aujourd'hui, tourne les pages demain, tourne les pages du livre et tu feras du chemin. Tourne les pages aujourd'hui, tourne les pages demain, avec le livre en main, tu voyageras très loin. Alors, en route pour l'aventure, il y en aura 3. La première histoire concerne un petit garçon du nom de Guillaume. Demain, c'est jour de fête. Guillaume va avoir 10 ans. Sa maman a décidé de rassembler toute la famille autour d'un bon repas. Et ça en fait du monde. Il y a les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines et bien sûr les frères et la sœur de Guillaume. Guillaume, mon fils adoré, j'ai besoin d'un petit coup de main pour préparer le repas de demain. Tu vas aller au marché pour acheter ce qu'il y a de meilleur. Tu as bien compris, ce qu'il y a de meilleur. Tiens, voilà la liste et le porte-monnaie. Surtout, ne les perds pas. Guillaume fourre la liste dans une poche, le porte-monnaie dans l'autre, prend un panier et s'en va la tête haute, drôlement fier de se voir confier une si grande responsabilité pour ses 10 ans. Arrivé au marché, Guillaume se sent un peu perdu. Par où commencer ? Ici, il y a des poissons, là, de la viande, et puis des légumes, et puis des fromages, des fruits, des pains et des gâteaux de toutes sortes. C'est le moment de sortir la liste. Il plonge la main dans sa poche, mais il a beau la fouiller de ses doigts agiles, rien. Rien sauf un trou. Sa poche est trouée. Et la liste, elle s'en est allée, tombée sur le chemin, et le vent a dû l'emporter bien loin. Le porte-monnaie est à sa place. Ouf. Que faire ? Guillaume hésite, il tourne, il vire, et il s'arrête d'un coup. Sa décision est prise. Pas question de revenir à la maison. Il va se débrouiller tout seul, comme un grand qui va avoir 10 ans. Alors qu'il relève la tête, son regard est attiré par un étal où s'élève une montagne de tomates rouges avec leur queue bien verte. Guillaume se dit que des tomates, c'est très bon et qu'on peut faire des tas de recettes avec. Il s'approche. Derrière la montagne de tomates surgit un gros paysan, le teint rougi par le soleil, et de sa voix forte il attire les clients. « Elle est belle ma tomate, elle est juteuse ma tomate, elle est rafraîchissante ma tomate, aussi rafraîchissante qu'un beau melon. » Guillaume hésite, fait un pas en arrière, se gratte la tête. Cela mérite réflexion. Si la tomate est aussi rafraîchissante qu'un beau melon, c'est que le melon est meilleur que la tomate. Allez hop, adieu les tomates, il lui faut des melons rafraîchissants. Le nez en l'air, Guillaume finit par arriver devant des paniers en osier où sont entassés des melons. Ils sont rangés par taille, les petits, les moyens et les gros. Rien que de les voir et de les sentir, Guillaume en a l'eau à la bouche. Il les voit déjà coupés en tranches, avec leur belle couleur orangée, et surtout, il les sent fondre sur sa langue. Derrière ces paniers, un marchand, chapeau de paille sur la tête, crie pour attirer les clients. « Mes melons! Regardez mes melons! Ils sont beaux mes melons! Ils sont sucrés mes melons, aussi sucrés que du miel !» Guillaume hésite, il fait un pas en arrière, il se gratte la tête. Cela mérite réflexion. Si les melons sont aussi sucrés que le miel, c'est que le miel est meilleur que les melons. Et il récapitule.
le miel meilleur que le melon meilleur que la tomate. Allez hop, adieu les melons, il lui faut du miel sucré. Tout à coup, la cloche de l'église sonne. Guillem compte les coups. 11. Il est 11 heures, et son panier est toujours vide. Il lui faut se dépêcher. Alors il se faufile dans la foule des passants. Mais qu'est-ce qu'il y a comme monde aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il y a comme bruit? Pourtant, dans le brouhaha, son oreille est attirée par une voix mielleuse. Guillem se laisse guider et arrive devant le marchand de miel. Approche, mon petit gars. Viens, mon petit gars, regarde mon miel, comme il est doré, aussi doré que de l'huile. Viens. Guillem hésite, fait un pas en arrière, se gratte la tête. Cela mérite réflexion. Si le miel est aussi doré que de l'huile, c'est que l'huile est meilleure que le miel. Et il récapitule. L'huile meilleure que le miel meilleur que le melon meilleur que la tomate. Allez hop, adieu le miel, il lui faut de l'huile dorée. Mais, où trouver le marchand d'huile? Guillem a beau tourner la tête d'un côté, de l'autre, il ne voit rien. Alors il demande aux passants, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Le marchand d'huile? C'est facile, mon petit gars, c'est là-bas, près du tas de tuiles. Et Guillem s'y rend en chantonnant. Le marchand d'huile près du tas de tuiles, le marchand d'huile près du tas de tuiles, le marchand d'huile près du... À peine est-il arrivé que le marchand d'huile le saisit avec sa main grasse par la manche de sa chemise. Tu cherches de l'huile, mon petit gars? Eh bien, en voilà. Et d'un geste de la main, il lui montre des bouteilles alignées sur plusieurs rangées. Regarde mon huile, regarde-les comme elle est transparente et pure, aussi transparente et pure que de l'eau de source. Guillem hésite, il fait un pas en arrière, il se gratte la tête. Cela mérite réflexion, hein. Si l'huile est aussi transparente et pure que de l'eau de source, c'est que l'eau de source est meilleure que l'huile. Il fait demi-tour et il récapitule. L'eau de source meilleure que l'huile meilleure que le miel meilleur que le melon meilleur que la tomate, c'est sûr. Il lui faut de l'eau de source transparente et pure. Voilà ce qu'il y a de meilleur. Maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Guillem se dépêche de quitter le marché. Il se rend à la source, il trouve un bidon et le remplit, puis rentre chez lui. Il a réussi. Il ramène pour le repas de fête de demain ce qu'il y a de meilleur, un grand bidon d'eau de source transparente et pure, et en plus, ça n'a rien coûté du tout. La maman de Guillem, elle en a fait une tête en le voyant revenir avec son bidon. Mais que veux-tu que je fasse avec ça? Et Guillem, tout penaud, il a baissé la tête. L'histoire ne dit pas comment la maman de Guillem a finalement réussi à préparer le repas de fête, mais elle y est arrivée. Les mamans ont des ressources insoupçonnables. Et le lendemain, tous les invités se sont régalés. Dans le jardin, comme il faisait chaud autour de la table, tout le monde a trouvé l'eau de source très rafraîchissante. Guillem a tout raconté, et chacun, avec un sourire, l'a remercié. Et Guillem, fier de lui, il a relevé la tête. C'est bon de se sentir grand. Le comte vient par ici, et il s'en va par là. Met un doigt sur la bouche, fait silence, et il reviendra. Il reviendra, oui,
à condition que le livre veuille bien s'ouvrir. Parfois on tombe sur un livre enchanté, un sort lui a été jeté et le livre refuse de s'ouvrir, les pages refusent d'être tournées. Alors, si pareil mes aventures vous arrivent, voilà mon secret. Prenez le livre. Placez votre oreille sur la couverture et écoutez le murmure. À la question tu répondras et le livre s'ouvrira. Le livre pose une devinette. Écoute. Je suis soleil, mais je ne règne pas dans le ciel. Je m'avance majestueux, et lorsque je fais entendre ma voix, tout le monde tremble devant moi. Méfiez-vous de moi. Qui suis-je? Je suis soleil, mais je n'habite pas dans le ciel. Je m'avance majestueux, et quand je fais entendre ma voix, tout le monde tremble devant moi. Méfiez-vous de moi. Le soleil, le lion. Le lion. Et le livre s'ouvre. Tiens, pour notre deuxième aventure, pour notre deuxième histoire, il sera question d'animaux. Dans ce pays-là, il y a fort longtemps, le lion vivait dans la forêt, en compagnie de quantité d'autres animaux, du plus petit jusqu'au plus grand, du plus léger jusqu'au plus lourd. Un jour, le lion, se sentant particulièrement en forme, a poussé par surprise un grand rugissement qui a fait trembler d'effroi tout le monde. Et il s'est déclaré roi des animaux. Et personne n'a osé le contredire. Le jour suivant, le lion a rassemblé tous les animaux au cœur de la forêt et grimpé sur son rocher, il a posé sa loi. À partir d'aujourd'hui, j'interdis à quiconque de se promener en même temps que moi sur les chemins de la forêt. Si je vous trouve en face de moi, gare à vous. Et de sa patte aux griffes acérées, le lion a fendu l'air d'un geste menaçant. Et depuis ce jour, à tous les matins, la même scène se déroule. Le lion se réveille, ouvre un œil, puis l'autre, bâille avec un rugissement si féroce que toute la forêt tremble, puis il s'étire, s'ébroue, coiffe sa crinière, lisse ses moustaches, et enfin s'avance d'une démarche majestueuse sur le chemin. Son pas est assuré, sa tête redressée, sa crinière ensoleillée, ses muscles saillants. Sûr de sa force et de sa puissance, le lion se pavane ainsi tous les jours. Le temps qui lui plaît. Plus un bruit dans la forêt, les animaux retiennent leur souffle. Le renard en a assez de cette situation. Lui, il veut à nouveau être libre, faire ce qui lui plaît, quand ça lui plaît. Mais voilà, comment faire? Ben oui, un renard face à un lion, ça pèse pas grand-chose. Un jour d'entre les jours, alors que le lion se promène comme à son habitude, il voit au beau milieu du chemin, assis à quelques mètres de lui, le renard. « Oh là, renard, mais que fais-tu là? Tu as oublié les lois de la forêt ?»« Oh, majesté, poil au nez, comment ça, vous n'êtes pas au courant? À compter d'aujourd'hui, fini les courbettes, fini les politesses, et vive la hardiesse. Chacun a le droit de faire ce qui lui plaît. Et vous êtes qu'un navet. » Que dis-tu, renard? Non, mais tu te moques, le lion s'étrangle de tant d'insolence et d'impertinence. Non, mais c'est la première fois qu'on lui parle de cette façon-là. Il lève sa patte aux griffes acérées, renard recule d'un bond.
Baissez votre grosse patte, espèce de traîne savate, ô majesté poil au nez, vous n'êtes pas au courant? À compter d'aujourd'hui, il est interdit de frapper les petits comme les grands. Et sachez que si vous m'attaquez, je pourrais en retour vous faire voltiger. Le lion bave de rage. Non mais quel affront, lui parler comme ça. Allez, renard, viens te battre, la guerre est déclarée. Oh, majesté, mais attendez, j'aimerais bien vous montrer ma puissance, j'aimerais bien me battre avec vous, mais, voyez-vous, malheureusement, je n'ai pas pris ma force avec moi, je l'ai laissée chez moi. Le lion s'arrête dans son élan, il réfléchit, il ne serait pas digne d'un roi de se mesurer avec quelqu'un dépourvu de force. Eh bien, va chercher ta force, renard. Je t'attends ici, et au retour, nous verrons bien de nous deux qui l'emportera. Entendu, majesté poil au nez. Mais, qui me dit que lorsque je serai parti, vous n'allez pas vous enfuir comme un poltron, comme un lâche que vous êtes? Ah, de rage, le lion s'étouffe. Ses muscles se crispent, se paralysent, et ni une ni deux, le renard d'une pichenette fait tomber le lion, puis prend la corde solide, très solide, qu'il avait cachée dans le buisson, et en 2 temps 3 mouvements, il attache le lion de la tête aux pieds. Incroyable. Le lion est prisonnier, impossible pour lui de bouger. Le renard se frotte les pattes, le lion est à sa merci, fini de trembler devant lui. Plus peur des crocs, plus peur des griffes, le renard est en joie, à lui de faire sa loi. Il danse autour du lion, il se pavane à son tour, il lui saute sur le ventre, noue sa queue plusieurs fois, tire ses moustaches, emmêle sa crinière, chatouille son museau, et enfin s'approche de son oreille pour lui glisser quelques mots, des gentillesses, des compliments. Majesté, vous êtes un vieux rossignol, un âne batté, une vieille bique, un ours mal léché, une tête de mule, une peau de vache, un drôle de zèbre, une triple buse, un canard boiteux, un crapaud visqueux, un microbe, une langue de vipère, un chacal errant, une petite teigne, une cervelle de moineau, un vermisseau, une sangsue. Pendant 3 jours, le renard s'en donne à cœur joie. Il laisse le lion sans boire et sans manger dans la poussière du chemin. Le roi des animaux, il se sent de plus en plus faible, il souffre de la faim, il a soif, et il souffre dans son amour-propre. Il se sent devenir moins que rien. Puissance des mots. Et le temps s'étire, interminable, insupportable. Finalement, 1, 2, 3, 4, au 4e jour, le renard s'en retourne chez lui. Et le lion, resté seul, se demande bien comment il va s'en sortir. Et tout à coup, passe une minuscule petite souris. Petite souris, je t'en prie, libère-moi et je ferai tout ce que tu voudras. Entendu, majesté, laissez-moi réfléchir. Pour ce que vous me demandez, majesté, il faudra juste embrasser mes mains et mes pieds. Embrasser tes mains et tes pieds? Mais enfin, je suis le roi, enfin n'oublie pas. C'est ça ou c'est rien. Le lion sait que la souris est le meilleur rongeur de cordes sur la terre, et il n'a pas le choix, il accepte. La souris s'approche et du bout des lèvres, le lion dépose un baiser sur ses mains et sur ses pieds. Et aussitôt, la souris de ses petites dents aiguisées coupe toutes les cordes. Le lion est enfin libre. Vite, elle retourne dans son trou. On ne sait jamais. Péniblement, le lion se relève, il se secoue, il se regarde.
Ah, mais quel désastre! Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Ses muscles sont plats. Il se sent flagada. Son pelage est tout cra. Et son rugissement n'est plus qu'un gémissement. Le lion inquiet jette un œil aux alentours et se met à trembler. Et si tous les animaux en profitaient pour se rebeller? Ah, vite, il faut faire quelque chose. Et il ne lui reste plus qu'une chance de s'en sortir. Et il lui faut s'enfuir. Il lui faut quitter la forêt. Et le plus vite sera le mieux. Avec le peu de force qui lui reste, il prend les pattes à son cou. Il court, le roi lion, comme n'importe quel animal. Il court, le roi lion, il veut plus qu'on le traite mal. Les animaux de la forêt écarquillent leurs yeux, ils n'ont jamais vu un lion courir comme ça. C'est le tigre qui, au passage, lui a demandé ce qui se passait. Ah, Seigneur Tigre, je m'en vais, la forêt est devenue invivable. Mais comment ça, invivable? Oh, Seigneur Tigre, le renard a porté la main sur moi, il m'a ligoté, il m'a traité de tous les noms, et la minuscule souris, elle s'est crue tout permis. Seigneur Tigre, je m'en vais à tout jamais. Il court, le roi lion, comme n'importe quel animal. Il court, le roi lion, il veut plus qu'on le traite mal. Il court, le roi lion, il a perdu la raison. Il court, le roi lion. Ça lui servira de leçon. On dit que c'est depuis ce temps-là qu'on ne trouve plus de lions dans la forêt. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais je vous le dis, c'est comme ça. Pour la troisième histoire, suivez-moi. Nous allons aller la chercher. Et j'espère que vous avez une bonne mémoire. Dans un pays, il y a une ville. Dans une ville, il y a une rue. Dans une rue, il y a une ruelle. Dans la ruelle, il y a un mur. Derrière le mur, un jardin. Dans le jardin, une maison. Dans la maison, un escalier. En haut de l'escalier, une chambre. Dans la chambre, une table. Sur la table, un livre. Le livre sur la table dans la chambre en haut de l'escalier dans la maison dans le jardin derrière le mur dans la ruelle dans la rue dans la ville dans le pays. Pour cette troisième histoire, nous allons suivre une jeune fille. Il était une fois une jeune fille qui vivait pauvrement avec sa vieille maman. Son père n'était plus là. Un jour qu'il pêchait en mer, celle-ci s'est fâchée et l'a emporté. La jeune fille et sa vieille maman habitaient une ferme isolée au milieu des champs. Un potager, quelques animaux domestiques leur permettaient de vivre. Enfin, voici la fin de l'hiver, la fin de la saison de la froidouille, comme on dit, la fin des nez qui coulent, des doigts qui gelouillent, des oreilles qui durcissouillent et du froid qui glaçouille. Ce matin-là, comme tous les matins, la jeune fille se lève de bonne heure et elle sent bien, en ouvrant les volets, que quelque chose a changé. Comment dire, l'air est plus doux. Comment dire,
l'air est plus parfumé, plus lumineux. Monsieur Printemps est arrivé. Ah, Monsieur Printemps, il est facile à reconnaître. C'est un petit bonhomme portant un bel habit vert pomme, avec le visage frais comme un bonbon et qui sent très bon. La jeune fille se sent tout à coup plus légère et elle se met à chanter. C'est le printemps tout vert, qu'a chassé l'hiver tout blanc. Et c'est l'hiver tout blanc, qu'est chassé par le printemps. C'est un oiseau tout petit, qui l'a dit, c'est un oiseau tout petit, qu'a dit que l'hiver est fini. Et la jeune fille fait « Youpi !» C'est alors que la mère de la jeune fille, levée à son tour, se met à bougonner. « Au lieu de chanter, tu ferais mieux de te rendre utile. Va couper de l'herbe dans les champs. Les animaux attendent pour manger. Allez, oust, c'est pas le moment de traînailler. » La jeune fille referme la fenêtre en râlant secrètement. « Oh, il y a toujours quelque chose à faire ici. Vivement que je devienne grande, et je ferai ce que je voudrai. » La jeune fille met ses chaussures en toile, sa robe en coton, sa ceinture en corde, pose son foulard sur sa tête, prend son panier et sa serpette et s'en va dans les champs. Et zoup que je te coupe, et zoup que je te coupe, et zoup que je te coupe et que je te mets dans le panier d'osier, et zoup que je te coupe, et zoup que je te coupe, et zoup que je te coupe et que je te mets dans le panier d'osier, et le panier d'osier se remplit, et tout là-haut, le soleil regarde la jeune fille, et il ne peut s'empêcher de caresser ses bras de ses rayons doux et puissants. Ah, mais c'est si bon que la jeune fille s'arrête. Elle pose sa serpette, elle s'allonge dans l'herbe à côté de son panier et ferme les yeux pour mieux en profiter. Combien de temps est-elle restée ainsi à ne rien faire? L'histoire ne le dit pas. Mais lorsque la jeune fille rouvre les yeux, mais autour d'elle, tout est devenu rouge. Mais que s'est-il passé? Les coquelicots sont sortis de terre pour l'entourer et pour la regarder. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau. Entre son pouce et son index, la jeune fille cueille un coquelicot, puis 2, puis 3, puis 10, puis 100. Ah! Quel beau bouquet d'un rouge éclatant. Et puisque Monsieur Printemps s'est habillé de vert, elle va s'habiller de rouge. Avec une aiguille et du fil, elle coud des coquelicots sur ses chaussures en toile. Elle coud des coquelicots sur sa robe en coton. Elle coud des coquelicots sur sa ceinture en corde. Elle coud des coquelicots sur son foulard en soie. Le vent émerveillé se met à souffler, et la robe de la jeune fille se met à tourner, et la jeune fille se met à danser. Danse les coquelicots, danse, danse. Sur le chemin, comme tous les matins, le fils du roi passe sur son cheval lancé au triple galop. Soulevant un nuage de poussière, d'ordinaire, il ne tourne pas la tête. D'ordinaire, il ne s'arrête pas. D'ordinaire, il ne met pas le pied à terre. Mais ce qu'il voit est tellement extraordinaire qu'il laisse son cheval sur le chemin, qu'il s'avance dans le champ sans pouvoir détacher ses yeux de la jeune fille qui danse. Alors, au bout de quelques pas, son cœur a battu plus fort, plus vite. Ses joues ont pris la couleur des coquelicots, ses mains se sont mises à trembler et il est resté bouche bée. Se sentant observée, la jeune fille suspend son mouvement et dans l'instant,
Son cœur bat plus fort, plus vite. Ses joues s'enflamment, ses mains tremblent, et elle aussi reste bouche bée. L'histoire ne dit pas combien de temps ils sont restés comme ça, à se regarder, sans bouger, ni si c'est le prince qui s'est avancé en premier, ou la jeune fille au coquelicot, ou tous les deux à la fois. Mais, sans comprendre ce qui se passe, voilà qu'ils se retrouvent main dans la main, puis dans les bras l'un de l'autre, à se murmurer des mots doux, à se chuchoter des mots tendres, à se caresser de mots pour continuer à être ensemble. Sur le cheval, blottis l'un contre l'autre, le prince et la jeune fille prennent la direction du château. Le prince veut la présenter absolument à ses parents, et il veut que l'on organise une grande fête pour leur mariage. Le bonheur, ça se partage. Qui est-ce demande le roi en regardant la jeune fille d'en haut. C'est la jeune fille au coquelicot, répond le prince. Oui, et qui est-elle? Et d'où vient-elle? Et où habite-t-elle? Et qui sont ses parents? Et que font ses parents? Et ont-ils de l'argent? À son tour, le roi devient écarlate. De son poing, il frappe sur la table. Sa voix fait trembler les murs du château. Jamais son fils ne se mariera avec une femme que personne ne connaît, avec une femme qui coupe de l'herbe dans les champs et qui vit seule avec sa vieille maman dans une ferme au milieu des champs. Jamais! La reine, en voyant son fils et la jeune fille ensemble, elle sent ses yeux se mouiller, son cœur se dilater, devenir plus grand, et vite, de son pas léger, elle s'approche de son mari, le roi, et dans un souffle délicat, elle dépose les mots du cœur dans son oreille royale. La reine était-elle magicienne? L'histoire ne le dit pas. Mais avec les mots, la fureur du roi disparaît et son regard ne lance plus d'éclairs foudroyantes. Dans les jours qui suivirent, les noces furent célébrées et la vieille maman de la jeune fille, émerveillée. Et voilà comment. Comment en allant couper de l'herbe dans les champs au printemps, la jeune fille qui vivait pauvrement avec sa vieille maman a épousé le prince. Désormais, on l'appelle la princesse au coquelicot. Et lorsque le prince a succédé à son père, elle est devenue la reine au coquelicot. À quoi tiennent les choses? Une dose de printemps, une caresse de soleil chaleureux, un souffle de vent fripon, la couleur écarlate des fleurs des champs et surtout le mystère de deux êtres vivants qui se rencontrent. On dit qu'ils vécurent heureux et qu'ils eurent beaucoup de coquelicots, beaucoup d'enfants. Et s'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils vivent encore. Oh, ben, 3 pommes d'or viennent de tomber dans mes mains. La première, je l'adresse à tous ceux et celles qui ont permis à ces contes de voyager du passé jusqu'à aujourd'hui. La deuxième, je la garde pour moi. J'ai ouvert les livres, j'ai réveillé les mots, j'ai rendu les histoires vivantes. Et la troisième, je la partage et je vous l'envoie. Je l'envoie parce que vous avez été là avec vos oreilles. Et les histoires, elles resteront toujours vivantes tant qu'il y aura quelqu'un pour les dire et des oreilles pour les écouter. Au revoir et n'oubliez pas, tourne les pages aujourd'hui, tourne les pages demain.
Tant que tu tournes les pages, tu fais du chemin. Tourne les pages aujourd'hui, tourne les pages demain. Avec le livre en main, tu voyageras très loin.